venant des pays chauds. En longeant cette muraille, l'esclave, oubliant le fouet du maître, suspendait sa marche et s'arrêtait pour aspirer, l'oreille tendue, ce chant imprégné de toutes les nostalgies secrètes de l'âme et qui le faisait songer à la patrie perdue, aux amours brisés et aux insurmontables obstacles du sort. D'où venait-il ce chant, ce soupir exhalé à petit bruit dans le silence de la ville? Quelle âme inquiète veillait lorsque tout dormait autour d'elle? La façade du palais, tournée vers une place assez vaste, avait cette rectitude de lignes et cette assiette monumentale, type de l'architecture égyptienne civile et religieuse. Cette habitation ne pouvait être que celle d'une famille princière ou sacerdotale. On le devinait au choix des matériaux, aux soins de la bâtisse, à la richesse des ornements. Au centre de la façade s'élevait un grand pavillon flanqué de 2 ailes et surmonté d'un toit formant un triangle écimé. Une large moulure à la gorge profondément évidée et d'un profil saillant terminait la muraille, où l'on ne remarquait d'autre ouverture qu'une porte, non pas placée symétriquement au milieu, mais dans le coin du pavillon, sans doute pour laisser leur liberté de développement aux marches de l'escalier intérieur. Une corniche, du même style que l'entablement, couronnait cette porte unique. Le pavillon saillait en avant d'une muraille à laquelle s'appliquaient, comme des balcons, 2 étages de galeries, espèces de portiques ouverts, faits de colonnes d'une fantaisie architecturale singulière. Les bases de ces colonnes représentaient d'énormes boutons de lotus, dont la capsule, se déchirant en lobes dentelés, laissait jaillir comme un pistil gigantesque la hampe renflée du bas, amenuisée du haut, étranglée sous le chapiteau par un collier de moulures et se terminant en fleurs épanouies. Entre les larges baies des entrecolonnements, on apercevait de petites fenêtres à 2 vantaux garnis de verres de couleur. Au-dessus régnait un toit en terrasse dallé d'énormes pierres. Dans ces galeries extérieures, de grands vases d'argile, frottés en dedans d'amandes amères, bouchés de tampons de feuillage et posés sur des trépieds de bois, rafraîchissaient l'eau du Nil au courant d'air. Des guéridons supportaient des pyramides de fruits, des gerbes de fleurs et des coupes à boire de différentes formes, car les Égyptiens aiment à manger en plein air et prennent, pour ainsi dire, leur repas sur la voie publique. De chaque côté de cet avant-corps s'étendaient des bâtiments n'ayant qu'un rez-de-chaussée et formés d'un rang de colonnes engagées à mi-hauteur dans une muraille divisée en panneaux, de manière à former autour de la maison un promenoir abrité contre le soleil et les regards. Toute cette architecture, égayée de peintures ornementales, car les chapiteaux, les fûts, les corniches, les panneaux étaient coloriés, produisait un effet heureux et splendide. En franchissant la porte, on entrait dans une vaste cour entourée d'un portique quadrilatéral, soutenu par des piliers ayant pour chapiteaux 4 têtes de femmes aux oreilles de vache, aux longs yeux bridés, au nez légèrement camard, au sourire largement épanoui, coiffées d'un épais bourrelet rayé qui supportait un dé de granit. Sous ce portique s'ouvraient les portes des appartements où ne pénétrait qu'une lumière adoucie par l'ombre de la galerie. Au milieu de la cour scintillait sous le soleil une pièce d'eau bordée d'une marge en granit de Syène et sur laquelle s'étalaient les larges feuilles taillées en cœur de lotus dont les fleurs roses ou bleues se fermaient à demi comme pâmées de chaleur malgré l'eau où elles baignaient. Dans les plates-bandes encadrant le bassin étaient plantées des fleurs disposées en éventail sur de petits monticules de terre et, par les étroits chemins tracés entre les touffes, se promenaient avec précaution 2 cigognes familières, faisant de temps à autre claquer leur long bec et palpiter leurs ailes, comme si elles voulaient s'envoler. Aux angles de la cour, 4 grands perséas tordaient leurs troncs et découpaient leurs masses de feuillage d'un vert métallique. Au fond, une espèce de pylône interrompait le portique, et sa large baie encadrant l'air bleu laissait apercevoir au bout d'un long berceau de treilles un kiosque d'été d'une construction aussi riche qu'élégante.
dans les compartiments tracés. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.